De quoi parle-t-on le plus quand on évoque ce Classico ? Toujours de Vinicius Junior, je pense. Vinicius Junior, ça a été le sujet du jour parce que c'est vrai qu'il a déjà eu des comportements en sortant où on le sentait agacé, notamment cette saison. Mais là, c'était devant les caméras du monde entier et on sait tous que ça a forcément plus de conséquences, ça fait forcément plus de bruit, surtout quand ton équipe mène 2-1 et surtout quand tu tiens des propos comme il l'a eu, quand il dit qu'il a envie de quitter le club, quand il dit, le diffuseur DAZN a estimé qu'il avait dit va te faire foutre à Xabi Alonso en regardant les images et en analysant ce qu'il disait. Donc évidemment ça fait du bruit. Xabi Alonso a dit qu'il allait en parler avec le joueur. Maintenant c'est vrai que sa sortie était assez incompréhensible, mais ça n'excuse pas cette attitude-là, à ce moment-là, quand ton équipe gagne, dans ce match-là, surtout quand on connaît les difficultés qu'a eu le Real Madrid depuis 1 an et demi dans les grands matchs. Là, c'était le moment de frapper fort. Ils l'ont fait. Mais du coup, le lendemain, on parle presque plus de Vinicius, ce qui est quand même assez dommage, surtout qu'il avait fait vraiment un match excellent. Il était parmi les meilleurs madrilènes pour moi et on a tous été surpris. Personne n'a compris qu'il sorte à la 72e en l'occurrence. C'est étonnant ce choix de Xabi Alonso. Est-ce que commencer par lui. Cette passe d'armes raconte la relation déjà entre les deux hommes, entre le coach du Real et Vinicius, ou alors c'est vraiment ponctuel, c'est vraiment marqué sur ce moment-là du match seulement? Le problème, c'est que Vinicius ne comprend pas en fait pourquoi, et on l'a vu dans ce qu'il dit, il ne comprend pas pourquoi c'est lui qui sort. Et c'est vrai qu'il a fait des efforts, notamment sur les efforts défensifs, sur son comportement aussi. C'est ça qui est un petit peu dommage avec cette histoire, c'est qu'il avait fait des efforts ces dernières semaines et on louait justement un Vinicius un petit peu plus calme. Comme on a vu par exemple à Getafe, il provoquait des fautes, il provoquait même des cartons rouges, mais derrière, il allait moins en fait dans ses défauts à lui qui faisaient que lui était sanctionné de carton jaune, de carton rouge. Il était un petit peu plus calme, ou en tout cas un petit peu plus intelligent dans sa façon de faire. Et donc là, ça vient un petit peu gâcher cette image et ce renouveau qu'il avait depuis quelques semaines, et surtout cet état de forme qu'il avait. Et par rapport à Xabi Alonso, c'est vrai qu'il y a une frustration pour lui, et il faut noter que sa relation avec Xabi Alonso est forcément différente que sa relation avec Carlo Ancelotti, parce que Carlo Ancelotti, j'ai presque envie de dire que c'était son père spirituel, c'était celui qui a cru en lui quand personne ne croyait en lui. Quand Benzema disait devant les caméras du monde entier, dans les couloirs du stade, qu'il jouait contre le Real Madrid, Ancelotti continue de croire en lui. Quand tout le monde se moquait de Vinicius, Ancelotti croyait toujours. Et donc Vinicius avait un respect énorme pour Ancelotti, et surtout une proximité, une connexion qu'il n'a pas forcément avec Xabi Alonso, ou en tout cas qu'il n'a pas encore. Et donc c'est nouveau pour lui, surtout quand on a un joueur avec de la personnalité, qui a parfois, il faut le dire, une certaine immaturité dans ses réactions. Forcément, c'est un changement, un gros changement. Et on a senti dans sa réaction qu'il n'avait pas l'impression d'être celui qui aurait dû estimé. Sortir, en tout cas. Non mais voilà, et de manière générale, et de si pas c'est être pas lui, estimé ça à aurait sa dû juste être valeur. qui alors? Est-ce qu'on débat de ça aussi en Espagne? Ça aurait dû être Kylian Mbappé, qui certes avait marqué un but, avait manqué un penalty, peut-être moins influent dans ces 20 dernières minutes, peut-être qu'un Vinicius potentiellement en tout cas. Est-ce que Vinicius prend ombrage aussi de la prise de pouvoir incontestable de Mbappé? Est-ce qu'on en parle de ça chez toi, Edgar? Moi, non, je pense pas, parce que autant l'année dernière, on se demandait à quel poste l'un et l'autre allaient jouer, autant c'est plus du tout une question qu'on se pose en Espagne, parce que Kylian Mbappé clairement est avant-centre et c'est comme ça, même s'il dézone parfois, et Vinicius Junior a toute la place sur le côté gauche, donc c'est plus une question de qui va faire de l'ombre à l'autre. On sait tous que le leader du Real Madrid, c'est Kylian Mbappé, ça changera pas. Ce sera plus Vinicius. On y a cru pendant quelques mois parce que Vinicius pouvait peut-être gagner le Ballon d'Or, donc on a fait monter la sauce, mais jamais, il n'y avait pas un monde, ou alors c'est dans l'autre multiverse des Avengers, où Vinicius Junior était la star du Real Madrid devant Kylian Mbappé. Ce monde n'existe pas. Donc je ne pense pas que cette histoire soit liée à Kylian Mbappé, surtout que Vinicius Junior est le titulaire à gauche. Un joueur comme Rodrigo est sur le banc, tout simplement. Donc Vinicius Junior est juste frustré de ne plus avoir forcément le même statut, mais aussi de sortir sur les fins de match quand il a l'impression d'être l'un des meilleurs joueurs sur le terrain et de faire les efforts. Ça va être vraiment un sujet important à régler pour Xabi Alonso. Assez rare dans l'histoire récente du Real où on dit que la maison est plus forte que l'individu, l'institution, comme on le dit un peu rapidement parfois. C'est intéressant de voir comment de Florentino Pérez
face à Xabi Alonso. On va réagir par rapport à ça. Match le plus vu au monde, en modovision. Vinicius, star du Real, qui insulte l'entraîneur, si l'on en croit tous les spécialistes en lecture labiale. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce qu'on attend une réponse forte du Real concernant Vinicius et on s'interroge aussi sur son avenir à Madrid? Alors ici, on ne s'attend pas forcément à une sanction de la part du club. Ce qui se dit, c'est plutôt que c'est Xabi Alonso qui va gérer ça, que c'est une histoire d'entraîneur à joueur qui là est allé trop loin et surtout devant toutes les caméras. C'est surtout ça le problème. Mais un joueur qui sort énervé parce qu'il est sorti trop tôt du match, bon, on connaît. Et un joueur qui dit un mot insultant, malheureusement, on connaît aussi. Donc je pense que ça va surtout être une histoire entre les deux hommes. Mais Xabi Alonso, il va falloir vraiment trouver une solution ou alors, à l'inverse, décider de sanctionner Vinicius, c'est l'un ou l'autre. Mais Xabi Alonso a joué la carte de la tranquillité, lui il a dit qu'ils allaient en parler tous les deux et la tendance, a priori pour l'instant, c'est qu'il n'y aurait pas de sanction forcément du club. Polo, gestion, Xabi Alonso, tu l'as vu tous les week-ends, notamment dans ses conférences de presse avant, après match. L'année dernière, est-ce qu'il a déjà été confronté, alors pas dans ces proportions-là parce que c'est le Real, parce que c'est Vinicius. Comment tu penses qu'il sait gérer ce genre de moment-là justement? L'année dernière, une fois que l'officialisation du départ de l'Espagnol pour le Real était annoncée, j'ai dit que c'est quand même bizarre en Allemagne que personne, à cause ou grâce aux résultats qu'il a eu avec Leverkusen évidemment, ne parle du cas Hoffmann, ne parle de la gestion des gardiens à Leverkusen, ne parle d'un joueur que moi j'aimais beaucoup, qui aujourd'hui est en Italie, c'est Kosunu, qui est parti quasiment du jour au lendemain en prêt et parvenu. Et je me disais qu'il avait peut-être une façon un peu autoritaire de gérer certains cas. Hoffmann, l'ancien international allemand, évidemment ne partira pas jamais en vacances avec son ancien coach. Il avait une façon peut-être de faire qui n'était pas souhaitable. Maintenant, moi, je cherche pas à savoir qui a raison entre Vinicius et le coach espagnol, parce que Vinicius, ça fait quand même quelques années, quoi. Il est passé à juste titre pour une victime, question racisme, mais il passe son temps à faire de la provocation. Je précise qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec la façon de faire de certains joueurs qui disent qu'il faut arrêter un match, etc., dès qu'il y a du racisme dans un stade. Il y a des joueurs qui se disaient, justement, moi je me nourris de ce racisme pour être plus performant sur un terrain. Donc tout ça, c'est la boboisation des esprits, etc., plutôt que d'expliquer le cas particulier. Enfin, il a mené un énorme combat pour ça, et pour le coup, il a aidé beaucoup de joueurs, même des jeunes joueurs amateurs en Espagne, à lutter contre le racisme aussi sur les terrains de football. Oui, mais je dis que ça ne représente pas 100% des personnes qui parlent de ce sujet-là. Bon, après ça, pour le coup, c'est un autre sujet. La question, c'est comment Xabi Alonso, le connaissant, sa personnalité, peut gérer ce genre de situation-là, quoi. Moi, j'ai dit l'année dernière, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je suis pas dans le vestiaire du Real, je suis pas au Real Madrid. C'est pas à moi de faire ce boulot-là. La question, c'est que l'année dernière, si tu me poses la question, est-ce qu'il a géré très bien l'ensemble de ses joueurs? Moi, il y a certains cas en suspens qui ont été noyés par les résultats de Leverkusen, qui, moi, m'intéressaient dans le sens où je voulais voir comment ça allait passer au Real. Et je ne sais pas si c'est Xabi Alonso qui n'arrive pas à gérer le cas Vinicius ou l'inverse, mais en tout cas, je constate que ça se répète, c'est tout. Bon, c'est pas que Vinicius aussi sur les cas, hein. Juste il y a aussi le cas de Rodrigo, on comprend pas toujours son utilisation, le cas d'Hendrick qui a pas joué une seule minute, on comprend pas non plus, le cas de Mastantuono qui a enchaîné plusieurs matchs en tant que titulaire, on comprenait pas comment il est arrivé là et maintenant il est remplaçant. Voilà, il y a des questions qui se posent sur certaines gestions de joueurs, mais en même temps c'était le premier match, on va dire plus ou moins référence dans un grand match pour le Real Madrid depuis un certain temps, donc les gens aussi se focalisent sur ça, c'est normal. Bon, vous écoutez RMC, les drôles de dames sont là comme tous les lundis soirs, 20h15. Parlons également, avant de parler de jeu quand même, de Lamine Yamal, qui a mis le feu à ce classico avant de le jouer, en affirmant notamment que le Real, lors d'un stream chez un influenceur espagnol, que le Real est un club de voleurs qui se plaint tout le temps. Carvajal, qui semble, on va le dire, pas être le plus malin de la bande de la Maison Blanche, n'avait pas oublié cette sortie, il lui a fait savoir. Qui est blessé d'ailleurs. Exactement, il s'en est pris à Yamal. Tu parles maintenant, classique. Bon, bref, Yamal, qu'est-ce qu'on dit de lui aujourd'hui, au lendemain de ce classico également, et surtout de Carvajal? Ce qu'on se pose comme question, c'est, on parle de coéquipiers en sélection espagnole. La fédération a communiqué aujourd'hui en disant qu'elle n'était pas inquiète pour l'avenir de la sélection. Voilà.
Voilà, et ce qu'on dit et ce que disent aussi des anciens joueurs de la sélection espagnole, c'est que oui, la rivalité Barça-Real, elle a toujours existé, mais qu'après, dans le vestiaire de la sélection, on essaie quand même de mettre ça de côté. Et on a vu même sur les 10-15 dernières années, 20 dernières années, des grands joueurs du Barça et du Real qui en venaient presque aux mains sur les classicos et qui après remportaient des Coupes du Monde et des Euros ensemble. Maintenant, la question, c'est plutôt que Dani Carvajal est l'un des capitaines de la sélection et l'un des vétérans, voire le vétéran si jamais Morata n'est pas là. Et maintenant, il vient faire des signes pour dire aux joueurs stars de son équipe de se taire devant, encore une fois, toutes les caméras du monde sur le match le plus regardé du monde sur les confrontations de championnat. Donc ça fait parler en Espagne. Certains ont peur que ça puisse changer un petit peu l'ambiance au sein de la Roja. Et c'est ça qui dérange surtout, c'est que ce soit deux joueurs de la sélection. Lamine Yamal, évidemment, il a provoqué un petit peu avant le match, mais Carvajal, encore une fois, c'est un joueur d'expérience, c'est un vétéran. Et il fait ça, j'ai envie de rappeler l'erreur qu'il avait faite face à l'OM. Quant à l'expérience que tu as, ça me surprend. Et des fois, il fait des gestes, il fait des choses qui me surprennent quant à l'expérience du joueur, qui sont assez surprenantes. Maintenant, si on en reste qu'au club, c'est l'un des joueurs les plus importants du Real Madrid dans le vestiaire. Il a le joueur peut-être le plus important du Barça devant lui. Il chambre parce que le joueur d'en face a chambré. Ça fait partie du folklore, ça fait partie de la rivalité, ça fait partie du truc. Donc il l'a pas insulté non plus. Il ne faut pas non plus exagérer, je pense, au sujet de cette séquence. Bon, Julien, tu as regardé le match. Avant qu'on parle du match et notamment de la victoire du Real, pour l'expliquer, qu'est-ce que tu en penses? Ça te fait marrer, toi, depuis l'Angleterre, ou tu trouves ça un peu pathétique qu'un classico devienne succession entre guillemets, d'inélégance ou de grossièreté parfois, quoi? Non, mais moi, je partage l'avis de Tchouaméni qui a dit après le match qu'il aime bien, lui, quand il y a un peu comme ça de tension, quand ça parle, quand ça chambre un petit peu. Moi qui ai grandi sur les terrains d'Île-de-France, ça me rappelle les derbys, les Lila Bobigny ou des trucs comme ça, où ça chambrait tout le temps. Là, tu parles de foot amateur, peut-être aussi. Parfois, ça allait un petit peu trop loin. Ouais, mais, est-ce que tu as après, mais pour moi, les classicos, ça devrait être comme ça. Est-ce que il devrait y avoir cette tension tout le temps. Alors peut-être que là, Lamine est allé un peu loin, etc. Mais voilà, moi j'ai aimé cette tension sur le terrain pendant le match déjà. J'ai aimé cette tension après le match. J'ai aimé qu'avant le match, ça commence à chambrer, ça commence à chauffer un petit peu. Moi, ce qui me déçoit après, c'est que Lamine parle autant avant et que finalement, on ne le voit pas du tout pendant le match. Il y a un moment, si tu veux vraiment être ce personnage-là, il faut qu'ensuite, tu assumes sur le terrain et que tu sois bon. Parce que sinon, tu peux l'ouvrir autant que tu veux. Après, si tu es nul derrière, ça sert à rien. Donc, j'étais un petit peu déçu par la performance de Lamine Yamal. Mais sinon, moi ça me plaît quand ça chauffe un peu comme ça. Bon, en tout cas, voilà une explication. Sur Lamine Yamal, juste vu du stade, il me paraissait vraiment diminué physiquement. C'est pas pour lui donner des excuses, mais je pense qu'il y a une part d'explication qu'on peut donner comme ça. Parce que c'est vrai qu'il y a eu ce contact avec Vinicius Junior dès les premières minutes de jeu. Il s'est tenu la cheville derrière et il s'est tenu la cheville plusieurs fois pendant le match. Et il y a pas mal de séquences où il avait un petit peu d'avance sur son joueur et il n'osait pas aller accélérer. Il revenait tout le temps en arrière, quitte à juste faire contrôle-passe. J'ai senti quand même un Lamine Yamal qui me paraissait pas à 100% physiquement, même si ça n'enlève rien évidemment au fait qu'il ait raté son match et qu'il n'a pas assumé après ses propos. Ça, c'est une réalité. Et il savait qu'il avait aussi fait qui tout double par rapport à son attitude avant le match. Ces propos sont dingues. Moi, ce qui est encore plus dingue dans cet avant-match-là, 2-3 jours avant le Classico, c'est que le Barça lui permettent d'aller faire une émission en streaming vue par des centaines de milliers de personnes en Espagne et tomber dans le piège de la question. Tu voulais réagir, Daniel? Oui, il a pas très bien joué, mais il a quand même mis la balle pour Koundé à la fin du match, que ça aurait pu faire 2-2 et on parlerait d'un autre match de Lamine Yamal au cas où. Tout à fait. Alors juste sur l'adversité, toi tu veux insister ce soir, Edgar, pour expliquer la victoire du Real sur l'empire du milieu, quoi. Ce milieu de terrain du Real, incarné notamment par deux Français, qui a fait la différence. Oui, parce que c'était un vrai choix tactique de la part de Xabi Alonso de mettre 1 million en plus. Eduardo Camavinga qui parfois a joué presque sur l'aile, en tout cas il jouait vraiment côté droit. Aurélien Tchouaméni et Bellingham et Güler. Donc ça c'était les 4 joueurs on va dire milieu avec Güler un petit peu plus haut. J'ai l'impression que
ce choix de mettre Eduardo Camavinga a libéré beaucoup de choses. Eduardo Camavinga qui avait une seule titularisation cette saison et qui là, déjà par rapport à Bellingham, il le libère de tâches défensives. Donc Bellingham, on l'a vu, très très à l'aise offensivement, apporté offensivement comme il a pu le faire par le passé, ce qu'on ne voyait pas toujours, que ce soit cette saison, même s'il revient à peine de blessure, mais aussi la saison dernière où on avait l'impression qu'il était tellement occupé à faire des efforts défensifs et à compenser les efforts des autres, que parfois il n'avait plus le coffre et plus l'énergie pour faire des choses offensivement. Et là, on a vu qu'il était brillant quand il avait évidemment l'espace et la responsabilité d'apporter à cette équipe et de trouver des joueurs comme Kylian Mbappé, comme sur sa passe décisive. Eduardo Camavinga, on ne l'avait pas vu à ce niveau-là depuis longtemps. C'est un match clairement, mais très clairement référence pour lui. On l'a retrouvé avec toute sa vivacité, avec toute sa forme physique. Il grattait des ballons, il driblait dans les petits espaces. Bref, c'est le Camavinga, clairement qu'on a envie de voir. Aurélien Tchouaméni, il remplit parfaitement le rôle sur ce match-là que lui donne Xabi Alonso, c'est-à-dire le rôle de prendre toutes les petites décisions, de décider quand il faut parfois accélérer, quand il faut parfois baisser le tempo, de donner des indications aussi autour de lui. Donc il est vraiment convaincant, je trouve, cette saison avec Xabi Alonso, beaucoup plus que parfois par le passé, notamment la saison passée, même s'il avait bien terminé la saison. Et je pense que le match s'est aussi joué là, parce que le Barça a un milieu de terrain exceptionnel avec Pedri, avec De Jong, même avec Fermín López un petit peu devant. Mais j'ai l'impression que tactiquement, ils ont été battus, que Xabi Alonso a battu Hansi Flick tactiquement sur le milieu de terrain. Il y avait énormément de séquences où le Real Madrid s'est retrouvé en surnombre dans cette zone du terrain et on a senti des Barcelonais qui en face étaient parfois en panne d'inspiration, qui n'arrivaient pas à trouver des solutions, même s'il faut quand même noter qu'il y avait énormément de blessés, donc ça a pu jouer aussi. Mais en tout cas, au milieu de terrain, le Real a fait le match qu'il recherchait. Et d'ailleurs, Xabi Alonso en a parlé après le match. Il a souligné l'importance des milieux et il a même dit que oui, tout le monde avait fait un grand match, mais que le match d'Eduardo Camavinga était grandissime. Il a dit à demi-mot que c'était peut-être son MVP du match. Julien, ton regard sur la victoire du Real Madrid, est-ce qu'elle raconte la suite de la saison, tu penses? Est-ce que ce Real-là est mieux structuré aujourd'hui, plus équilibré que le FC Barcelone, de ce que tu as vu, toi? Ouais, moi, cette première période, c'est la première période référence. La seconde période, un petit peu différente, forcément. Tu as aussi mené et tu l'as approché d'une façon différente. Mais la première période, pour moi, c'est 45 minutes-là dans le pressing déjà, dans la structure de cette équipe-là. Même défensivement, même si Güler perd le ballon sur le but de Fermín, il n'aurait pas dû perdre ce ballon-là, en tout cas pas de cette façon-là. Mais moi, j'ai trouvé que cette première période, elle était vraiment, c'est la première fois où j'ai trouvé un sens du collectif travaillé par Xabi Alonso, comme on l'avait rarement vu depuis qu'il est arrivé. Jusqu'à maintenant, c'était l'équipe de Kylian Mbappé, c'est lui qui les sauvait aussi. Et puis il y a la catastrophe contre l'Atlético dans le derby aussi. Mais là, cette première période, pour moi, elle montre tous les progrès collectifs faits par cette équipe-là. Et quand tu vois le match de Jude Bellingham, qui n'est pas appelé, je rappelle, par Thomas Tuchel pour le prochain rassemblement, ou qui n'a pas été appelé pour le dernier rassemblement en tout cas, ça pose question. Est-ce qu'on en parle de son match aussi, de sa montée en puissance, Julien? Ouais, beaucoup. Ça a fait les gros titres de la presse anglaise aujourd'hui, de sa position déjà, parce que c'est intéressant de voir comment Xabi Alonso va l'utiliser maintenant, notamment dans ces gros matchs-là, derrière Kylian, un peu plus bas au milieu de terrain, selon le positionnement des autres joueurs aussi, et surtout dans son attitude déjà, avec ballon, sans ballon, dans ce qu'il peut apporter. Le but, c'est un but tellement typique de Jude Bellingham. Il a quand même fait une semaine assez incroyable, le but vainqueur contre la Juve, où pareil, c'est un but où c'est son sens du but qui fait la différence finalement dans sa réaction par rapport à la frappe repoussée. Le but d'hier, il est au bon endroit au bon moment, mais encore une fois, il faut lire la trajectoire de la tête de Militao, il faut être là, il faut penser que Huijsen ne prendra pas le ballon et Koubarsi non plus, et il est là aussi où il faut. Donc c'est cette intelligence-là qui fait sa force vraiment quand il joue dans cette position axiale, comme ça, assez avancée. Tuchel avait déjà dit qu'il allait regarder la rencontre. Je pense que Bellingham a marqué des points, mais encore une fois, son absence n'était pas due à ce qu'il fait sur le terrain. Son absence a été due à son attitude, dont on a beaucoup parlé déjà. Exactement. Et j'ai vu notamment Julien Wayne Rooney qui disait que lui, il n'y avait aucun débat, aucun doute pour lui sur l'importance que devait avoir Jude Bellingham dans la sélection anglaise.